Bienvenue à l'émission Majuscule Propos de ce soir à la télévision rwandaise. Ce soir, nous allons parler d'une actualité qui ne cesse de frayer la chronique avec notamment le gouvernement français qui s'est désengagé par rapport au franc CFA. Nous allons comprendre ce désengagement, ce qu'il implique. Mais nous allons voir de manière beaucoup plus globale cette politique de la monnaie sur le continent africain. Est-ce que les zones qui constituent l'Union africaine, comment est-ce que ces zones traversent ou comment est-ce qu'elles se comportent face à la politique monétaire? Nous allons voir également la politique ou les projets de l'Union africaine par rapport à une monnaie commune. Quels sont les défis face à cette politique? Quels sont les prérequis pour avoir une monnaie commune sur le continent africain, mais surtout tout en gardant à l'esprit le marché commun africain qui arrive incessamment. Nous allons voir comment les deux peuvent cohabiter. Ce soir, nous sommes avec la vice-gouverneure de la Banque nationale du Rwanda, Madame et Docteur Monique Nsanzabaganwa. Elle a également été ministre de l'industrie et du commerce ici au Rwanda et il a occupé plusieurs postes au niveau du gouvernement. Bonsoir madame. Bonsoir. Nous sommes également avec François Kanimba. Lui, il a été à la Banque nationale du Rwanda pendant 11 ans. Il a été à la Banque nationale depuis 2002 jusqu'à 2011. Il a également occupé le poste de ministre de l'Industrie et du Commerce au Rwanda. Mais il est également passé par la Banque mondiale au début des années 2000. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Nous serons également rejoints par d'autres intervenants, notamment Martial Zebalinga. Lui, il est camerounais, mais il est également économiste et sociologue. Il est auteur du livre Sortir de la servitude monétaire, à qui profite le franc CFA. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Également, nous serons avec Papa Dembatiam, de nationalité sénégalaise. Il est économiste de grand renom en Afrique de l'Ouest et aujourd'hui, il travaille également pour la Banque mondiale. Bonsoir, Pape. Bonsoir, je suis un ancien fonctionnaire de la Banque mondiale. Voilà. Et il connaît surtout la région, il va nous en parler. Nous sommes également avec Teddy Kaberuka. Lui, il est économiste indépendant ici au Rwanda. Il est également partenaire du bureau Centrix Group. Bonsoir Teddy. Bonsoir. Voilà, je pense qu'à tout seigneur, tout honneur, comme on dit, nous parlons du franc CFA. Quoi de mieux que de commencer par les frères africains de la région CFA ou de la zone CFA, notamment. Je commence avec vous, Zebalinga. Le franc CFA, ça fait depuis 1945 que cette monnaie existe. Elle est née dans des circonstances que nous connaissons dans une époque coloniale que la majeure des pays africains en tout cas traversés à l'époque. Vous vous êtes montré très critique par rapport au franc CFA, à suivre vos œuvres, vos livres, mais également vos interventions. Vous n'y allez pas, disons, par le dos de la cuillère. Disons, vous savez, je vous remercie de me donner la parole en ce jour et puis de me donner la parole au Rwanda. C'est une manifestation de ce en quoi je crois, à savoir le panafricanisme, et cette idée principale qui m'amène aussi à la monnaie, à savoir que nous ne pouvons pas, nous aurons du mal à faire séparément, à mener un processus global de décolonisation si nous ne nous mettons pas un peu plus ensemble. Et notre réflexion, elle n'est pas nouvelle. Nous avons prolongé la réflexion de nos anciens. Il faut bien le dire que le franc CFA a été combattu en fait dès son origine, dans les années 50-60, par les premiers indépendantistes nationalistes africains, par les premiers présidents. Elle a été condamnée. Le franc CFA a été également critiqué par les premiers économistes africains, les Samir Amin, les Hossein Afana, etc., les Tchoundjian plus tard dans les années 80. Et en fait, nous ne sommes que l'aboutissement de ces critiques qui ont été faites et qui se basent en gros sur trois grandes réalités. La monnaie, elle est toujours, quoi qu'on fasse, quoi qu'on dise, elle est liée à un territoire et elle est liée à un espace politique. Vous savez, le dollar a été créé
quelque temps après indépendance des États-Unis vis-à-vis de l'Angleterre. Donc, il n'y a pas de monnaie réellement qui puisse s'épanouir dans le contexte qui est celui du franc CFA, dans la mesure où les principes du franc CFA ne datent pas seulement de 1945. En fait, ils datent de 1939. C'est en 1939 qu'est créée la zone franc avec les principes qui sont connus aujourd'hui. Et il n'est pas possible de gérer des colonies, comme c'était le cas en 1939, comme on gère des pays qui sont des pays indépendants dans un contexte qui a totalement changé. Donc nos critiques en réalité peuvent paraître parfois dures ou parfois osées, mais en réalité ce qu'on demande c'est une simple normalisation. Comment se fait-il que tous les pays du monde, ou pratiquement tous les pays du monde, soient dans une situation où ils recherchent la jouissance d'une certaine souveraineté qui elle-même conditionne l'utilisation de tous ces outils économiques, monétaires, financiers, militaires, pour pouvoir procurer un peu de bien-être aux populations. Pourquoi est-ce que ce principe simple serait refusé à une partie des Africains? Et donc, je pense que la question du franc CFA s'inscrit globalement dans le processus long de décolonisation des économies. C'est un processus qui est normal. Il ne faut pas en être surpris plus que ça. On est sur un anachronisme, sur quelque chose qui ne peut plus durer. On aurait pu penser peut-être qu'en utilisant des éléments comme une garantie externe, etc., ça apporterait des solutions particulières. Mais quand on regarde sur la durée, ça n'a pas rapporté plus de développement aux pays qui sont membres de la zone franc. Vous avez 10 pays pratiquement sur 14 qui comptent parmi les pays les moins avancés quand on regarde les IDH. Ce qui voudrait quand même dire, même s'il n'y a pas que la monnaie est un des facteurs, ça veut quand même dire que cet arrangement institutionnel très ancien et colonial n'a pas apporté de garantie particulière pour ramener les pays plus vite vers le développement. Et donc, le trade-off, l'échange qu'il y avait entre la souveraineté politique et la prospérité économique, en fait, ça a été finalement un marché de dupes. Et il est normal que les Africains retrouvent l'ensemble de leurs ressources, l'ensemble de leurs moyens pour pouvoir se battre dans une compétition internationale, mondiale, globale, dans laquelle ils ont besoin de tous leurs instruments. Donc c'est vraiment c'est une question pour nous qui n'est même pas une question d'agressivité vis-à-vis de quiconque. Nous croyons dans l'Ubuntu, nous croyons dans un monde où tout le monde peut gagner. Et tout le monde peut gagner ensemble. Ça suppose que nous bénéficions tous de nos libertés, de nos marges de manœuvre. On comprend bien votre position. Je l'ai dit que vous étiez plutôt très critique par rapport au franc CFA. Par contre, vous, Pape Thiam, vous êtes aujourd'hui à la Banque mondiale. Vous avez également une expérience au niveau de la région. Le Sénégal, c'est un des pays de la zone CEDEAO, mais également la zone CFA. Et ici, on parle beaucoup plus précisément de la CEMAC et également le Sénégal, c'est un des pays qui sont restés très proches historiquement des anciens colons. Là, je parle de la France, mais également le Sénégal, c'est un des pays qui a plutôt soutenu cette relation très étroite avec l'ancienne colonie, mais cette relation passe également par la coopération économique, et qui dit économie, forcément, il parle de la monnaie. C'est d'abord de mieux me présenter, parce que j'étais d'abord un entrepreneur en Suisse, qui a d'abord été professeur d'université et chercheur. Pour ne pas faire de pub, c'est moi qui ai créé la notion de développement intégré de chaîne de valeur et créé une société en Suisse en 1988 qui a développé 29 marques de produits africains sur les marchés les plus réputés. C'est un peu comme ça que j'ai joint après comme conseiller le gouvernement suisse, pour me retrouver conseiller le gouvernement allemand, directeur à la Commission européenne, fonctionnaire à l'OCDE, avant d'aller à la Banque mondiale, où j'étais appelé pour introduire le développement industriel basé sur les chaînes de valeur. C'est ainsi que nous avons créé un programme Ghana, qui est un programme de centre de croissance multipolaire, qui a créé 305 000 emplois en 5 ans,
et levé 12,5 milliards de dollars d'investissements directs étrangers avec des seules ressources de IDA pour 50 millions. Bon, j'ai quitté la Banque mondiale il y a 3 ans pour me réinstaller en Suisse, en retraite anticipée, pour reprendre mes activités de développement industriel scientifique. Donc, j'ai fait plusieurs publications Est-ce dans la qu'on vous presse. a en image? Je crois. D'accord, oui, c'est bon, vous pouvez poursuivre votre propos. Donc, j'ai fait plusieurs publications dans les journaux. J'ai publié un livre sur les stratégies d'interface qui montre comment on peut intégrer l'Afrique par des chaînes de valeur, ainsi de suite. Donc, c'est dans cette perspective-là que je vais parler. Je ne suis pas un idéologue, je ne suis pas un militant. Je suis plutôt quelqu'un qui essaie d'être pragmatique et de travailler avec les outils. Les politiques ont décidé d'en finir avec le franc CFA et il est de mon rôle de dire que ce n'est pas une affaire militante, mais c'est une affaire très sérieuse parce que la monnaie est une affaire très sérieuse. Je salue au passage Madame le ministre qui est sur votre plateau parce que nous nous sommes rencontrés en 2007 et 2008 quand nous venions déjà monter des programmes au Rwanda où elle était ministre du Commerce et de l'Industrie. D'ailleurs, je l'ai toujours gardé dans mes relations sur WhatsApp. Alors, l'idée pour nous, c'est de dire comment asseoir un développement en Afrique en transformant les ressources africaines, donc en s'appuyant sur les sources de croissance en Afrique, en ayant la maîtrise des stratégies économiques, des stratégies financières, des stratégies monétaires, des stratégies budgétaires, y compris la politique de crédit. C'est en cela que toute la complexité à laquelle nous sommes face pour pouvoir appréhender les questions monétaires. Donc, c'est plusieurs piliers. Il ne s'agit pas de tirer sur un pilier comme celui de la souveraineté pour que tout marche. Il y a énormément de travail à faire, mais ces compétences-là existent en Afrique. Et je crois d'ailleurs qu'au Rwanda, vous l'avez démontré parce que vous battez votre propre monnaie. Mais ce à quoi il faut faire attention, c'est que la monnaie soit liée à la nature, la quantité, la production de biens et services qui se trouvent sur le territoire ou les territoires dans lesquels cette monnaie est utilisée. Et aujourd'hui que nous avons décidé d'un commun accord, la France avec les pays, d'aller vers une monnaie plus autonome avec une maîtrise plus directe des Africains sur leurs instruments monétaires, il ne faut pas que le débat soit focalisé sur des questions idéologiques. Il faut au contraire rassembler toutes les énergies, fédérer toutes les bonnes volontés et faire en sorte que l'avènement monétaire corresponde avec le développement de la zone de libre-échange économique continentale. Est-ce que certains pensent que déjà le départ n'était pas très bon parce qu'on estime que les pays, les concernés aujourd'hui, n'ont pas forcément été sur la table pour être sûr de ce qui allait être fait. C'est vrai que les accords ont été amendés ou ça a été modifié au cours des années, mais on s'est dit que le départ n'était pas vraiment très favorable à ces Africains. Comprenez-vous ces gens qui sont sceptiques par rapport à ça? Oui, bien sûr. J'ai donné plusieurs interviews là-dessus sur beaucoup de télévisions. J'ai fait aussi beaucoup de tribunes. Non, la question simplement, moi j'approche les choses en tant qu'entrepreneur. J'ai toujours dit que le franc CFA n'existait que par un traité. Les banques centrales, les deux banques centrales, sont les seules banques centrales au monde que je connais qui ne font pas de politique économique. La Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest existe par un traité. Et le franc CFA, tel qu'il a existé jusqu'à maintenant, était plus un instrument de paiement, un instrument de thésaurisation, un pouvoir d'achat, mais pas une monnaie. Par contre, jusqu'à ce qu'on dévalue le franc CFA en 1994, j'avais dit
que nous avions de l'argent de poche, que nous avions entre les mains, qui ne nous permettait pas de développer nos économies si nous ne nous en servions pas pour acquérir des biens d'équipement et soutenir notre industrialisation par la transformation de notre. De ce point de vue, c'était un avantage considérable parce que ce pouvoir d'achat n'était pas lié à nos performances économiques. Même quand on a dévalué le franc CFA en 1994, ce pouvoir d'achat était encore très fort. Donc, on aurait pu vraiment utiliser cette situation-là pour développer des bases industrielles dans nos pays. Nous ne l'avons pas fait. Bon, aujourd'hui, nous avons demandé à avoir notre indépendance. Ça a été acté depuis décembre 2009. Alors, il est étonnant que lorsque la France exécute son calendrier et demande de prendre un projet de loi pour se désengager du franc, ceux qui criaient à demander de reprendre la sécurité monétaire sont assommés. Ils ne se prononcent pas objectivement sur ces questions. Parce que c'est dépassé maintenant. On est d'accord, on reprend notre souveraineté. Qu'est-ce qu'on va en faire? C'est la grande question. Madame la vice-gouverneure, justement, il y a ce souci, lorsqu'on comprend les propos, que ce soit les deux premiers intervenants, il y a cette appropriation de la monnaie. Au fond, on sent ce souci, tout d'abord, de s'approprier de la monnaie et également s'approprier de la valeur de la monnaie. Être vraiment présidé, disons, à la destinée, ou être maître de sa monnaie ou de son économie. Est-ce que vous, en tant que vice-gouverneur, ce souci-là, combien ça pèse dans la vie nationale, dans l'économie du pays, de savoir que la monnaie, vous la contrôlez dans vos mains? Je pense que ça pèse fort. C'est surtout la crédibilité des autorités, notamment les autorités monétaires. Et c'est la confiance que les entrepreneurs ont dans la gestion de cette politique. C'est surtout, je dirais, cette souveraineté, mais aussi les signaux, l'image exacte de la situation locale, économique, qui va avec cette monnaie. Je trouve que c'est un instrument fort de démonstration de cette indépendance et de la crédibilité que les agents économiques ont dans leurs autorités. Et je suis vraiment tout à fait d'accord que la monnaie devrait être quelque chose qu'on s'approprie. Pas vraiment la monnaie comme les billets, comme les pièces, mais la politique qui sous-tend cette monnaie. Là, vous parlez de la politique monétaire d'un pays qui va de pair avec sa politique économique. Bien sûr. Uh-huh. Oui. Et donc, vous vous rangez du côté des gens qui se disent que peut-être les choses devraient changer ou avancer en tout cas pour que les pays de cette zone-là puissent être maîtres de leurs réserves. Monsieur Kanimba, il y a un souci par rapport, on parle des billets, on parle de l'argent comptant, mais il y a un souci par rapport à la réserve ou aux réserves de cette banque-là. On parle d'un pays, la France, bien sûr, il y a une partie, après bien sûr quelques modifications qui ont existé, il y a une partie de la réserve qui se trouve en France, ou qui s'est trouvée en France jusque-là en tout cas, pour assurer justement l'équilibre monétaire. N'est-ce pas là, peut-être quelqu'un se dirait, n'est-ce pas là normal que la France puisse, par rapport à sa relation forte avec ces pays-là, assurer également l'équilibre de leur monnaie en tant qu'une grande puissance? Oui, merci beaucoup, mais je crois que c'est là exactement où se trouve le problème.
Parce que la politique monétaire, la politique de gestion des taux de change, ce sont des instruments très, très importants pour la conduite de la politique économique d'une manière générale. Quand vous avez un franc de nos zones économiques dont la politique qui sous-tend les procédures d'émission et les modalités de gestion des taux de change de cette monnaie avec les autres devises extérieures est définie ailleurs, sans que vous puissiez y faire quelque chose. Et ça veut dire que, dans une certaine mesure, vous avez complètement perdu une grande partie de la souveraineté de vos pouvoirs pour la bonne conduite de la gestion monétaire. Même si la garantie qu'a offert la Banque de France pour assurer la convertibilité du franc CFA par rapport à l'euro, ou aux autres devises, et en contrepartie, garder les réserves de change de toute une zone monétaire pour pouvoir y garantir justement ce paiement. Si vous regardez la balance en termes d'impact sur la stabilité financière, mais aussi sur le développement économique, je crois qu'il y a beaucoup de choses à critiquer. Je crois que le franc CFA, sur une longue période, a été largement surévalué. Cela a un impact terrible sur le trajet de croissance et de développement des pays de la zone CFA. C'est-à-dire le franc CFA qu'on voyait ou dont on parlait en tout cas dans les banques ne se reflétait pas dans l'assiette, dans le quotidien de la population. Oui, c'est-à-dire la capacité de pouvoir politique pour pouvoir utiliser les instruments monétaires pour agir sur les facteurs de compétitivité économique n'était pas là, purement et simplement. Ils étaient décidés ailleurs. C'est ça le grand. On a eu pas mal de pays qui faisaient partie de la zone CFA qui finalement ont, des pays comme le Maroc, ont décidé de quitter. On a également d'autres pays de l'Afrique de l'Ouest, notamment dans la CEDEAO, qui ont été très réticents par rapport à la collaboration dans certains secteurs. Teddy Kaberuka, vous qui voyagez très souvent dans cette partie du monde, est-ce que vous avez senti le besoin dans la population en Afrique de l'Ouest à pouvoir, là nous donnons la parole aux intellectuels, peut-être aux économistes, aux experts, mais dans le chef de la population, vous avez senti ce besoin de vouloir avancer autrement? C'est difficile de dire que le citoyen quotidien qui manipule la monnaie du jour au lendemain peut raisonner au-delà de la monnaie qu'il a dans sa poche. Néanmoins, il faut dire que les intellectuels, les analystes, les économistes, ils comprennent la monnaie au-delà des billets et pièces de monnaie dans la poche. Donc, le citoyen qui fait ses transactions quotidiennes, il voit qu'il a une monnaie en traversant d'une frontière à l'autre. Il peut toujours échanger, il peut toujours utiliser la même monnaie. Pour lui, il n'y a pas de souci. Mais regardons du côté des gens qui font les gens qui font le commerce international au niveau de ces pays. C'est vrai, à un certain moment, comme ils ont une monnaie stable, c'est bénéfique. Mais à ceux qui gèrent la monnaie sur le plan national, le plan macroéconomique, ils savent que les pays perdent. Ils perdent énormément parce que, voyons par exemple, si un pays doit garder 50% de ses réserves auprès des banques de la France, vous comprenez que la France investit cet argent. Ce n'est pas les pays de la zone CFA qui tirent profit de ces réserves. C'est la France plutôt qui bénéficie de ces réserves. Et puis, il faut dire que cette monnaie, c'est une monnaie qui ressort de l'historique, de l'histoire coloniale. Ici, je rappelle qu'au début, c'était la monnaie en soi s'appelait la monnaie des colonies françaises en Afrique. Donc, il y a ces sentiments historiques, ces sentiments coloniaux que les gens se sentent qu'ils sont toujours colonisés. Ça, je parle du côté du citoyen qui manipule cette monnaie. Autre chose, c'est que, étant donné que les citoyens de ces zones, disons, c'est une monnaie qui existe depuis les années 45.
Donc tu comprends que toute la génération qui existe aujourd'hui ne connaît pas une situation autre que celle-là. Donc, ils ne peuvent pas savoir ça devient comment. Mais si, par exemple, tu compares les citoyens de ces zones avec les citoyens du Maroc, le Maroc qui a quitté la zone, tu peux voir même au niveau des indicateurs macroéconomiques que le Maroc a évolué énormément. Pourquoi? Parce que le Maroc a décidé de prendre à main son sort de son économie. Je pense que les autorités, ou les experts en tout cas, ont un mot à dire. Teddy parle de la population apparemment qui attend que quelque chose soit fait, ou une population qui ne connaît pas autre chose que le franc CFA. Mais il y a quelques 2 ans où le président français, il était nouvellement élu, Emmanuel Macron, lorsqu'il était à Ouagadougou, une question lui a été posée par rapport au franc CFA. Là, j'aimerais bien que nous tous ici suivons cet extrait pour entendre sa réaction ou sa réponse par rapport à cette volonté pour certains de quitter cette zone et surtout des attachements historiques. L'activité du franc, qui on sait porte toujours la marque de la colonisation. Alors, si quelqu'un pouvait me dire où l'or burkinabé se trouve caché à Paris, je suis preneur. Personne n'oblige quelque État que ce soit à en être membre. Le président Kaboré décide demain, je ne suis plus dans la zone franc, il n'y est plus. Monsieur Belinga, vous comprenez que personne n'était attaché, personne n'était forcé à rester dans la zone CFA. Ce sont les propos là du président Emmanuel Macron. Bon, là, vous savez, ce sont des propos de président, ce sont des propos qui sont des propos politiciens et c'est tout à fait normal. Je m'en voudrais beaucoup si je ne corrigeais pas une tendance, une erreur que nous commettons à ce jour, jusqu'à présent. Parce que nous sommes partis du principe qu'il y a un désengagement de la France. Voyez-vous, ce qui a été acté, c'est un projet de loi. Bon, institutionnellement, le projet de loi doit d'abord être ratifié par le Parlement, mais il doit être également ratifié par les parlements africains. Que dit concrètement le projet de loi? Parce qu'il faut aussi aller dans les textes. Il ne faut pas juste faire des propos qui sont généreux et qui ne vont pas au texte. L'Union européenne faisait obligation à la France pour changer substantiellement quelque chose dans la zone. C'est la décision qui a été prise le 23 novembre 1998. La France devait, si elle changeait quelque chose d'important dans la zone, prévenir la Commission européenne, la Banque centrale européenne et le Comité économique et financier pour que ces 3 institutions européennes valident le changement français. Et la France a consulté ces instances le 9 janvier 2020. Et ce qu'ils ont dit, c'est qu'il n'y avait pas un changement substantiel. Pourquoi n'y a-t-il pas de changement substantiel? Parce qu'on propose pour le moment un changement de nom, mais on a toujours la même parité avec l'euro. C'est toujours une parité fixe. Ce qui veut dire, quand vous avez une parité fixe, ça veut dire que votre politique monétaire, en fait, dépend de la politique monétaire de la zone euro. Or, ça faisait partie des critiques fondamentales que nous avions faites, et d'autres aussi. Vous voyez, vous ne pouvez pas avoir la même politique monétaire que des pays qui sont dans des cycles économiques différents. Sinon, vous vous adaptez à leur politique monétaire. Et donc là, vous manquez d'indépendance économique, pas seulement d'indépendance monétaire. Donc c'est important de voir que... Là, vous faites référence à l'éco, donc la monnaie qui devrait succéder au franc CFA. Pour vous, oui, si je dois comprendre, on déshabille Saint-Pierre pour habiller Saint-Paul? Pour le moment, en tout cas, concrètement, pour ceux qui sont allés dans les textes, on n'a pas encore un changement majeur puisque tout reste en l'état. On a la même politique, on a le même ancrage à l'euro, on a toujours la même politique monétaire, on sera fixe par rapport à l'euro, on aura
la garantie de convertibilité qui elle-même est un problème. Parce que tous les pays du monde, ils ont leur monnaie. Qu'est-ce qui garantit la monnaie en fait? Ce sont vos réserves. Vous n'avez donc pas besoin qu'un pays garantisse vos réserves. Et quand vous regardez dans les documents, et notamment le projet de loi qui a été proposé, le gouvernement français dit au Parlement en fait que cette garantie ne coûte rien. En réalité, si les pays africains sont capables de mettre 50%, alors avant c'était 100% des réserves, hein, s'ils sont capables de mettre 50% de leurs réserves pour garantir leur monnaie, alors qu'ils le fassent eux-mêmes. Pourquoi seraient-ils obligés de passer par le Trésor public français? C'est ça la contradiction fondamentale. Donc je voulais vraiment faire ce point-là parce qu'il ne faut pas que nous anticipions trop. On n'est pas vraiment dans un processus de désengagement puisque le texte prévoit, jusqu'à présent, qu'il y ait une garantie financière française, que la France nomme, la France et l'UEMOA nomment une personnalité indépendante qui sera au comité de politique monétaire, et que même en cas de crise de change, que la France puisse nommer une personne supplémentaire dans le comité de politique monétaire qui prend les décisions monétaires. Donc, il faut être beaucoup plus prudent sur ce processus-là. Il faut aussi dire, parce que sinon franchement, c'est qu'on aurait loupé l'essentiel de la question. Il faut dire que l'Afrique de l'Ouest, les 15 pays d'Afrique de l'Ouest, qu'on appelle la CEDEAO, l'ECOWAS, ils sont dans un projet déjà de créer une monnaie unique qui s'appelle l'ECO et qui a été désignée comme ça bien avant le processus français, franco-UEMOA. Aujourd'hui, on a la création d'un nouvel ECO qui n'a pas les mêmes caractéristiques que l'ECO de la CEDEAO. Et donc ça, c'est vraiment un vrai problème. C'est-à-dire qu'on a un ECO qui est un ECO avec ancrage à l'euro, alors que l'éco de la CEDEAO n'est pas ancré à l'euro. L'éco français est un éco avec taux de change fixe. L'éco proposé par la CEDEAO est un éco avec taux de change flexible. Donc, si on ne dit pas ça, on risque vraiment d'aller sur des étapes qui ne sont pas encore réelles. On risque d'être un peu dans la politique fiction. Il faut faire de la prospective, mais pas de la politique fiction. Maintenant, sur la question qui vous intéressait réellement, à savoir, est-ce que les pays ont été libres? Bon, chacun sait que ce n'était pas le cas et que dans les années 50-60, c'était extrêmement difficile de sortir de la zone. Et tous les pays qui ont essayé de sortir, malheureusement, ont eu des représailles extrêmement difficiles. Sékou Touré a voulu sortir de la zone. Aujourd'hui, on sait que sa monnaie a été sabotée, qu'on a introduit de la fausse monnaie en Guinée. Ça, ce n'est pas un fait inventé, c'est un fait qui a été révélé. Il y a des ouvrages dessus et des témoignages qui ont été faits. Le Mali a voulu sortir en 1962. Le président malien a très mal terminé lui aussi. En 1963, le président togolais a voulu sortir de la zone. Bon, malheureusement pour lui, il n'a pas pu continuer son mandat. Il a eu un coup d'État. Bon, etc., etc. Donc, en fait, dans le contexte des années 60, il était très difficile de sortir de la zone parce que les élites françaises de cette époque-là ne concevaient pas que des pays africains soit passent sous un giron autre, soit expriment ou vivent leur indépendance politique et économique comme ils le souhaitaient. Bon, maintenant, il y a un nouveau contexte, c'est vrai, et il y a aussi de nouvelles demandes. Il y a de nouvelles demandes qui sont aussi des demandes sociales. On a eu longtemps des demandes politiques, on a eu des demandes d'économistes, mais aujourd'hui, on a aussi des demandes de la société civile. Et une société qui est une société démocratique doit travailler pour produire la confiance dont on parlait tout à l'heure dans les institutions. Il faut aussi que les institutions ressemblent à leur population. Et donc, les populations sont dans un projet qui est un projet différent. Le projet qui anime aujourd'hui les Africains, c'est ce projet d'intégration africaine. Ça n'a rien à voir avec un projet de rêveur. C'est un projet qu'on peut outiller techniquement. Et il y a aujourd'hui tout un ensemble de théories et d'outils et d'expériences du monde qui montrent que quand vous élargissez les marchés, vous donnez la possibilité aux entreprises d'avoir des économies d'échelle, de développer des spécialisations et de développer des activités qu'elles ne pourraient pas développer dans des marchés étroits. Donc la logique d'ensemble aujourd'hui, c'est effectivement l'intégration régionale et continentale. Et il vaut mieux pour cette intégration avoir des monnaies qui sont des monnaies africaines, idéalement des monnaies panafricaines, des monnaies souveraines et des monnaies qui puissent accompagner et soutenir ces processus-là. Messieurs, je veux peut-être sauter un peu chez Monsieur Thiam. Cette monnaie, elle a été créée
Et bien sûr, j'aimerais savoir ce qu'en pensent les institutions du Bretton Woods. Je parle de la Banque mondiale que vous connaissez très bien. Quel est le regard que portent ces institutions-là sur toute cette polémique autour de cette monnaie? Va-t-on changer? Va-t-on aller vers d'autres perspectives? Vous qui connaissez le milieu, quel regard portent ces institutions par rapport à cette monnaie? Je parle du franc CFA. Écoutez, ça m'est difficile de dire que je vais parler au nom de la Banque mondiale, du Fonds monétaire ou même de l'Organisation mondiale du commerce, qui sont les institutions de Bretton Woods. Mais ce que je sais, c'est que la plupart de ces institutions, ce qui les intéresse, c'est la stabilité. C'est aussi la stabilité qui intéresse les partenaires privés et tous les gens ont envie d'avoir une visibilité sur les activités et la manière dont ces activités sont financées. S'ils interviennent en investissant dans une économie, ils ne voudraient pas s'exposer à des déperditions de change qui peuvent dévaluer leurs créances, et ainsi de suite. Mais ça, c'est une affaire. L'affaire qui nous préoccupe, je crois, ce n'est pas une affaire de perspective. Nous ne pouvons pas faire l'intégration économique sans intégrer des fonctions. La notion fondamentale d'intégration repose sur l'intégration de fonctions. Vous intégrez la production, vous intégrez le commerce, vous intégrez la monnaie. Donc, il n'y a pas quelque chose qui s'appelle intégration au sens général. Tout ce qui a été dit par tous les intervenants est totalement juste. Mais ce sont des faisceaux de vérité qu'il faut maintenant arriver à conjuguer dans le cadre d'une perspective. Cette perspective, je suis tout à fait d'accord avec Madame le ministre et avec M. Kayimba. Un pays qui ne peut pas avoir la maîtrise de son instrument monétaire ne peut pas gérer sa crédit, ne peut pas gérer sa politique de financement aux entreprises. Vous ne pouvez même pas aujourd'hui dire que vous allez développer une industrialisation si vous n'avez pas la capacité d'utiliser l'instrument monétaire. Donc ça, c'est clair. C'est pour ça que je laisse ce débat à d'autres parce que beaucoup en parlent et ils en parlent à juste raison. Maintenant, la question fondamentale, c'est que moi, si j'étais président de la France, ça ne m'intéresserait pas de garantir le franc CFA et encore moins de garder des réserves de change des pays de l'UEMOA. Pour une raison très simple. Aujourd'hui, si vous placez ces réserves sur le marché, les taux d'intérêt sont négatifs. La rémunération que la France sert aux réserves est supérieure, actuellement dans la conjoncture actuelle, elle est supérieure à ce qu'elle pourrait gagner à en tirer. Moi, je pense que le dividende, c'est plus un instrument de pression et de négociation que la France peut avoir à tenir les économies africaines par le biais de la monnaie plutôt que de gagner l'argent sur... Parce que, écoutez bien, on me dit par exemple que oui, si on avait la possibilité de dévaluer notre monnaie, nos exportations seraient plus importantes, seraient plus compétitives. Mais ce n'est pas vrai. Parce que ça, vous le dites d'un pays qui exporte beaucoup. Mais un pays qui importe plus qu'il n'importe, un pays qui ne transforme absolument rien et qui vit de services, ces populations sont plus intéressées à avoir un pouvoir d'achat qui leur permet d'acheter des biens importés. Vous dévaluez la monnaie, elles s'appauvrissent. Donc, ce n'est pas une raison de ne pas aller vers la gestion souveraine de la monnaie. Ce que je veux dire simplement, c'est qu'il faut aussi, en même temps que d'autres partent de macadam, pour réclamer l'indépendance monétaire, que nous nous mettions à travailler ensemble pour savoir comment nous pourrions dessiner un instrument monétaire qui soit un instrument de politique de crédit, un instrument de financement de notre industrialisation et qui permette à nos gouvernements de réguler la marche de l'économie dans les 10 secteurs, de déséquilibrer la croissance là où ils ont envie de le faire, en fonction de leur propre vision. Donc, avec M. Kayimba, je suis tout à fait d'accord, l'Afrique n'a jamais eu cette opportunité, à part quelques pays.
Mais l'Afrique, d'une manière générale, à part de certains quelques pays, ne s'est jamais occupée de politique de développement. Les institutions de Bretton Woods dont vous parlez ont détruit toutes les structures de développement en Afrique depuis 1980 et ont installé les pays africains dans une fabrique de pauvreté structurelle qui a fait que ces pays étaient obligés d'être engagés dans un cycle d'endettement. Et aujourd'hui, regardez la grande discussion. Nous sommes en train de demander qu'on annule de nouveau les dettes. Et de ce point de vue, la grande question, c'est de se dire maintenant que le Covid-19 est une chance, parce que ça nous donne la possibilité de réinventer notre... Je ne sais pas si vous m'avez perdu à l'écran. Nous avons votre son, on va récupérer également votre image. Vous parlez de nouvelles perspectives, Madame la vice-gouverneure. Il parle de nouvelles perspectives, des nouvelles chances, des nouveaux départs. Parmi les nouveaux départs, c'est notamment la création d'une zone de libre-échange économique sur le continent africain. C'est une zone qui sera, disons, avec un marché commun, bien sûr, qui arrive incessamment et il sera effectif au 1er juillet de l'année 2020 si le programme, le calendrier ne change pas. Madame, est-ce qu'avec tout ce climat, avec toute cette polémique, on se dit si on doit avoir une zone économique, si on doit avoir un marché commun, forcément il faut penser à une monnaie commune d'une manière ou d'une autre. Et je pense que des discussions sont en cours au niveau de l'Union africaine et là, vous en savez quelque chose. Oui, il est vrai que la zone de libre-échange ne s'étend pas dans la bonne direction. D'ailleurs, le projet d'une union monétaire comprend parmi ses prérequis la création d'un marché commun. Parce que, en fait, il faut suivre cette logique que ça part des libertés de production et la circulation des biens et des services, et puis la monnaie va coiffer tout. Donc, l'union monétaire qui est dérobée de cette intégration économique et de ce marché commun n'est pas vraiment un objectif en soi. Donc, ces projets existent. Au niveau de l'Union africaine, la Commission économique et l'Association des banques centrales africaines ça fait vraiment un bout de temps qu'ils travaillent sur un projet qui tend vers cette création d'une union monétaire. Mais c'est tout un processus, ça va vraiment prendre beaucoup de temps. Il faut qu'il y ait parmi les prérequis cette convergence macroéconomique du point de vue de la gestion des politiques, que ce soit des politiques monétaires, que ce soit des politiques macroéconomiques en général. Et cette harmonisation, cette convergence macroéconomique, c'est quelque chose vraiment qui prend du temps. Donc aujourd'hui, on en est à cette harmonisation en commençant par la définition, quels sont les critères qu'on va suivre et comment est-ce qu'on va mesurer ça dans tous les pays et quelles sont les institutions qu'on va mettre en place pour la mise en vigueur de cette convergence. Donc tout ça, c'est tout un projet. Et on en a encore pour quelques années. Lorsqu'on écoute les interventions de nos frères africains, que ce soit celui de l'Afrique centrale, que ce soit celui de l'Afrique de l'Ouest, il y a quand même des craintes. Lorsque vous voyez l'expérience n'est pas forcément, n'amène pas de l'enthousiasme. Est-ce qu'aujourd'hui l'Union africaine, avec ce souci de la création d'une monnaie commune, n'est-ce pas également
doit tenir compte des craintes de certaines zones qui ont traversé des moments très turbulents ou tumultueux, comme ce que vit la CEDEAO, notamment soit la zone CFA en tout cas, pour éviter les erreurs du passé. Qu'est-ce que vous faites, l'Union africaine, pour rassurer les membres? La stratégie qui a été élaborée par la Commission et l'Association des banques centrales, c'est d'aller région économique par région économique, en commençant par l'intégration au sein des régions. Donc, on ne fait pas un bond direct au continental. On passe d'abord par les régions, disons, les communautés économiques. Et les 5 régions de l'Union africaine. On en a 5 ou 6. 5. Parce qu'il y a par exemple, le COMESA qui comprend en même temps une partie de la communauté économique de l'Afrique de l'Est et la SADC. On a au niveau de la CEDEAO et tout ça. Donc, par exemple, si on dit un objectif inflation, on trouve qu'on avait des indicateurs ou bien des objectifs différents d'une région à une autre. Et par exemple, comment on mesure cet indicateur, c'était vraiment différent d'une région à une autre. Donc, on en est aujourd'hui à harmoniser ce qu'on fait au sein des régions et on a une feuille de route vraiment qui va traverser, disons, d'ici 2 décennies ou quelque chose comme ça. D'accord. Alors, Monsieur François Kanimba, parlant de la politique économique, de tout ce que Madame la vice-gouverneure vient de dire, cela nous ramène également aux échanges commerciaux qui existent entre nos pays, qui doit rassurer également pour dire, écoutez, si jamais la monnaie arrivait, elle arrivait également dans un contexte avec un marché peut-être qui est plutôt florissant. Mais aujourd'hui, les échanges intra-africains, c'est à peine moins de 20%. Est-ce que tout cela, ce sont des indicateurs, des signes qui rassurent également pour nous amener à cette monnaie commune? Merci beaucoup. Peut-être pour répondre à votre question, pour bien comprendre la relation entre la monnaie commune et la promotion des échanges commerciaux. Tout d'abord, une union monétaire pour un groupe de pays qui avait l'habitude de gérer chacune sa propre monnaie. Elle a pour objectif principal de promouvoir et maintenir la stabilité monétaire et financière qui, comme vous le savez, est un facteur crucial pour faciliter l'intégration économique elle-même. Mais ceci étant dit, le niveau d'intégration d'une région, d'une zone, d'un groupe de pays, c'est aussi un élément crucial pour faciliter la réussite de la gestion d'une monnaie unique partant des situations où chaque pays avait l'habitude de gérer sa monnaie. Pourquoi cela? Quand on parle de stabilité monétaire et financière, qui est un facteur qui garantit ou qui facilite l'intégration économique, la croissance économique et le développement d'une manière générale. Actuellement, si vous analysez même la situation de chaque pays prise personnellement, ou indépendamment de l'objectif de fixer cette zone continentale pour la promotion du commerce, la promotion, la gestion de la stabilité monétaire et financière, chaque pays avait déjà cette préoccupation majeure de créer des conditions de stabilité monétaire et financière parce que ces conditions sont des aspects importants qui facilitent le développement des investissements privés. Vous savez que vous ne pouvez pas prétendre
accroître la croissance économique sans investir. Même l'intégration commerciale n'a de sens que s'il y a un cadre de promotion des investissements qui peut agir sur la croissance de la production qui fait l'objet des échanges entre différents pays. Vous voyez? Alors, maintenant, le processus que Madame le vice-gouverneur a mis l'accent là-dessus, pour pouvoir atteindre une situation où il est facile de mettre en œuvre ou d'exécuter ou de mettre en place une monnaie unique dans un groupe de pays. C'est cette condition de stabilité. Cette condition de stabilité est essentielle parce que, d'un côté, les gouvernements qui avaient l'habitude de gérer leur propre monnaie, qui utilisaient les politiques autonomes de gestion monétaire et de change, pouvaient utiliser ces instruments pour gérer les chocs ou déterminer la trajectoire de leur politique monétaire à long terme. Maintenant, ils vont perdre ou ils vont transférer ces pouvoirs, cette souveraineté au niveau communautaire. Mais en contrepartie, il faut que ces gouvernements puissent être garantis qu'effectivement, la stabilité recherchée va persister. Raison pour laquelle des pays ne pourront accepter de créer une monnaie unique entre eux que si les conditions de stabilité monétaire et financière sont très proches et qu'il n'y aura pas de situation qui défavorise de façon significative les uns et les autres, alors qu'ils ont accepté de transférer leur souveraineté, leur pouvoir de gestion monétaire, fiscale, plutôt monétaire et de change, à un groupe communautaire. Donc, cette convergence macroéconomique, c'est un préalable très, très important pour que les gens puissent prendre la décision de passer à l'étape finale, de pouvoir mettre en place une monnaie. Autrement, ça ne marche pas. Cette monnaie également, elle vient dans un contexte où nous avons d'autres facteurs sur le plan international. Teddy Kaberuka, peut-être pour également finir, il y a d'autres acteurs au niveau international qui suivent forcément avec un regard très attentionné cette évolution des choses. Là, je parle des autres acteurs. Il y a les États-Unis qui sont là avec leur dollar. Nous avons l'Union européenne avec l'euro. C'est vrai, on parlait de la France, mais il y a également un bloc européen. Également, nos amis chinois qui sont de l'autre côté, qui suivent forcément. Comment est-ce que l'Afrique va conjuguer avec ces autres acteurs dans ce contexte global qui est le nôtre aujourd'hui? Je dirais qu'il y a un combat de monnaie pour l'instant, parce que chaque pays veut maintenir, enfin du moins un pays ou un bloc de pays veut maintenir leur monnaie pour servir de monnaie de référence ou monnaie internationale. Parce qu'on sait à quel point, par exemple, le dollar joue dans les transactions internationales. Donc, la Chine aussi fait pareil. Ils veulent aussi conquérir cette suprématie de la monnaie au niveau mondial, que ce soit dans les échanges, que ce soit dans les emprunts et paiements internationaux. Mais néanmoins, ce qui est intéressant pour l'Afrique, du moins, qui fait l'objet de notre discussion, c'est que si notre continent parvient à avoir au moins une zone de libre-échange qui est le fondement d'une intégration économique et en plus on aura une intégration monétaire, ça sera une bonne chose parce que je pense que ce qui est urgent, si on pouvait mettre à l'échelle l'urgence de développer l'Afrique, si l'Afrique pouvait obtenir cette intégration économique, marché commun, ça sera déjà le premier pas. En plus, la monnaie va être un instrument pour renforcer cette zone de libre-échange. Et plus tard, cette monnaie, parce que ça sera une monnaie forte d'une économie de tout le continent, qui sera aussi fort, eh bien, cette monnaie peut faire face aux autres monnaies internationales. Mais sinon, pour l'instant, il y a ce combat de monnaie. Toutes les grandes puissances veulent confirmer leur monnaie pour servir de monnaie de référence.
Je pense que le temps est jaloux et je pense qu'on va devoir nous arrêter là. Juste pour 30 secondes, est-ce que peut-être on prend 30 secondes avec Zé Belinga. Vous avez un petit commentaire là-dessus par rapport à cette monnaie commune des Africains. Êtes-vous optimiste ou pessimiste? En fait, je vais botter en touche. Vous savez, les pays d'Asie du Sud-Est, ils réalisent l'essentiel de leurs échanges entre eux. D'accord? Ils n'ont pas de monnaie commune, ils n'ont pas d'union douanière à peine, ils n'ont pas de processus qui les amène à avoir un espace monétaire commun. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut aussi avancé dans l'intégration africaine sans avoir la contrainte de la monnaie unique. Et quand on regarde bien, il faut davantage travailler à la transformation économique, c'est-à-dire changer de modèle de développement en passant d'un modèle qui était avant axé sur les matières premières. Il faut aller vers un modèle qui sera un modèle de transformation des matières premières, ce qui expliquera qu'on aura beaucoup plus d'échanges intra-africains. Et progressivement, on pourra donc rajouter les autres instruments monétaires, etc., qui permettront d'avoir une intégration plus vaste. Mais on peut déjà intégrer sans avoir nécessairement la monnaie unique. Mais je suis optimiste. Je pense aussi que nous sommes prisonniers des anciennes grilles de lecture, parce que les théories de la convergence monétaire ont été quand même mises à mal dans le cadre de l'Union européenne. Il est très important d'avoir surtout le leadership politique et l'intégration budgétaire, qui fasse que même quand la monnaie ne suffit pas, on peut compenser les insuffisances monétaires par des subventions et par des aides publiques budgétaires. Merci beaucoup et c'est là que nous allons mettre un point final à notre discussion de ce soir. Merci au docteur Monique Nsanzabaganwa qui est vice-gouverneur de la Banque nationale du Rwanda. Merci également à François Kanimba qui est également ancien gouverneur de la Banque nationale du Rwanda et également ancien ministre du Commerce et de l'Industrie. Merci à vous Martial Zé Belinga, vous êtes économiste et sociologue camerounais mais vous êtes aujourd'hui résident en France. Également merci à vous, Pape Demba Thiam. Vous êtes résident en Suisse. Plutôt, Zé Belinga, lui, il est en France et vous êtes en Suisse. Merci également à Teddy Kaberuka, qui est économiste rwandais, tous ceux qui nous ont partagé et surtout enrichi notre débat de ce soir. À vous tous qui nous avez suivis, j'ai dit merci et surtout restez bien fidèles au programme de la télévision rwandaise, majuscule propos. Je vous retrouve très prochainement. Au revoir.